Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Alors, vous vous présentez? Oui, bonjour, patient. Bonjour, mon frère. Je m'appelle Maurice Mpolo Mutingwa. Je suis président de la Fondation Maurice Mpolo. On est où ici? À la Fondation Maurice Mpolo à Kinshasa. Qu'est-ce que vous faites ici? La Fondation, on essaye de mettre en exergue et honorer la mémoire de Maurice Mpolo. En faisant quoi? La vulgarisation, on essaye de promouvoir sa personne, faire connaître aux gens qui il était, qu'est-ce qu'il a fait, la lutte qu'il a menée pour la décolonisation pour la République démocratique du Congo. Alors la question, qui était votre grand-père? Maurice Mpolo, en quelques mots, en fait, pour aller vite, Maurice Mpolo, politicien. Maurice Mpolo est né le 4 mars 1930. Après avoir parcouru ses études à Inongo, venu à Léopoldville faire son école moyenne à Sainte-Anne. Et pour parfaire, il a eu à faire des formations par correspondance en droit. Et suite à cela, qu'il embrassera l'administration publique, à l'époque qu'on appelait APAGI, donc les affaires politiques, judiciaires et administratives. Donc c'est à partir de là qu'il a commencé à militer comme défenseur judiciaire au bureau de la population noire, la population indigène, la juridiction indigène, et en défendant les indigènes. Il le faisait bénévolement contre toutes les exactions qu'il y avait, les restrictions avec les colons et tout ça. Et comment il rentre en politique? Il rentre en politique pendant qu'il était à Apaji, donc dans cette administration coloniale. C'est là qu'il fera la connaissance avec Patrice Lumumba, qui fréquentait beaucoup l'endroit pour la bibliothèque. Donc c'est là qu'ils se sont connus, leur amitié est née à partir de là. Et déjà fort de sa popularité en défendant les plus démunis, les discriminés, les indigènes et tout ça, quand il y a eu la création du MNC, avec la scission qu'il y a eu après avec les Kalonji et tout ça, Lumumba affaibli, la restructuration du MNCL, il fallait bien avoir quelqu'un à Léopoldville pour l'implantation du MNCL. C'est à ce moment-là qu'il adhérera au sein du MNCL en amenant son leadership et sa popularité au sein du parti. Et quel poste, quelle fonction il a occupé au sein du parti? Président provincial Léopoldville. Et il va, avec notamment l'indépendance, avant l'indépendance déjà, il va entrer dans les institutions. Et son parcours dans les institutions, c'est comment? Avant l'indépendance, déjà son parcours dans les institutions, d'abord vers les années 50, Maurice Mpolo passera par la force publique. Il fera 2 ans au sein de la force publique. Et c'est pendant cette période qu'il connaîtra son épouse, parce que son épouse était la fille du brigadier Oualé à l'époque, avec qui il aura 4 enfants, qu'il épousera en 1953. Et lors de son parcours dans ces institutions avant l'indépendance, donc c'est là où il a pu quand même essayer de se forger une discipline et un caractère. Donc œuvrer, son talent a été plus reconnu dans la propagande et dans les meetings. Il était fort en ça. Et il a fait combien de temps au niveau de la force publique? 2 ans. 2 ans. Et de là, il entre en politique active. De là, il entre en politique active avec Patrice Lumumba au sein du MNC. Et il devient son ministre de... À l'accession de l'indépendance, pendant les élections générales, les élections qui étaient générales, il bat campagne pour le MNC, pour la province de Léopoldville, qui était quand même une grande province, pour pouvoir quand même faire basculer, parce que c'était le bastion de la Bako, en remportant 35 sièges.
faisant la coalition avec le PSA de Kizenga et de Kamitatu. Ils ont réussi à faire encore coalition avec le parti Balubaka de Jason Sendwe, qui est venu encore rajouter ses voix au sein de cette grande majorité qui s'était déjà forgée. Fort de cela, Mpolo est élu à la fois député provincial et député national. Mais il concédera la députation provinciale à son suppléant. Il restera comme député national. Et lors de la formation du gouvernement, il adhère maintenant au sein du gouvernement en tant que ministre de la Jeunesse et des Sports. Alors, comment il se retrouve général et chef d'état-major général de l'armée? Le gouvernement est installé. Lumumba est Premier ministre, ministre de la Défense. Il décide d'africaniser la force publique. Ça crée un problème avec le commandant de l'époque, qui était le général Janssens, qui n'était pas du tout pour. Mais la tension montait déjà dans plusieurs casernes de la force publique parce que les militaires de couleur noire, les militaires de nos frères qui étaient à l'époque, le plus haut gradé ne pouvait atteindre que le grade d'adjudant. Vous ne pouviez pas exceller. Alors, voyant aujourd'hui leurs frères devenir ministres, diriger le gouvernement, ils se sont dit non. Il faut qu'au sein de la force publique, que cela change aussi. Lumumba a décidé d'amener des réformes. Le général Janssens et son groupe s'y opposent. Les militaires au sein de la force publique disent non, ça ne peut pas continuer comme ça. La mutinerie éclate. Il fallait absolument calmer tout ça. On révoque Janssens. Les militaires sortent des casernes à la recherche de ce général blanc qui refusait absolument qu'il y ait de changements au sein de la force publique. Il est exfiltré même vers Brazzaville. Alors le conseil décide, le conseil des ministres, ils vont faire une réunion pour calmer le mutin au sein même du camp Léopold, à l'époque, actuel camp Kokolo. Il fallait trouver des solutions. Vous aviez des militaires noirs qui étaient là, mais personne n'avait grade de lieutenant. C'était des sergents, des adjudants, des sergents, des adjudants. Mpolo, pendant les 2 ans qu'il a fait au sein de la force publique, il avait grade de sergent, comptable. Avec les rangs qu'il a occupés au sein du gouvernement, ministre de la Jeunesse et des Sports, les éléments là-bas, beaucoup le connaissaient déjà parce que c'était un de leurs, même s'il était en politique, il était passé là. Donc il savait comment s'adresser à ces hommes en uniforme. On a commencé à restructurer, à réorganiser un peu, parce que le départ des Janssens avait laissé un grand vide. Comment on va faire? On a commencé par prendre Kokolo, qui était là parmi les gradés, qui étaient des adjudants et tout ça, à qui on a donné le grade de lieutenant-colonel. Et on a fait de lui commandant base, donc camp Léopold. Lundula, on a fait de lui colonel, commandant en chef. Alors, on a commencé à octroyer les grades. Mpolo, on a fait de lui d'abord colonel. Ok? On a fait de lui d'abord colonel et on a fait de lui chef d'état-major de l'armée nationale congolaise. En fait, c'est là où l'appellation même change pendant cette réunion. Donc, ça ne s'appellera plus force publique, ça devient maintenant l'armée nationale congolaise, dont le premier chef d'état-major est Maurice Mpolo. Alors, la question, ils étaient nombreux, les lumumbistes, enfin les nationalistes. Comment se fait-il qu'il se trouve que Lumumba, Polo et Okito qui soient envoyés en même temps à Lubumbashi et au Katanga pour être exécutés? Pourquoi Lumumba et les deux? Mystère. Mystère parce que la successivité des choses, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Polo prend la tête de l'armée, colonel, il devient commissionnaire général-major parce que, à la demande du gouvernement aux Nations Unies, il fallait que les troupes onusiennes viennent pour pouvoir apporter leur appui afin de calmer toutes les sécessions, toutes les troubles qui éclataient un peu partout. Mais en fin août, le gouvernement
à la demande du gouvernement, Polo regagne ses fonctions de ministre de la Jeunesse et des Sports, tout en étant général-major. Patrice Lumumba, ministre de la Défense, signe un décret pour mettre Mobutu maintenant, qui était l'adjoint de Polo, à la direction de l'armée. Polo regagne le gouvernement en fin août, le 30 août. Septembre, avec tous les problèmes qu'il y avait déjà avec la Belgique et tout ça, les tensions qui commençaient à avoir, Kasavubu révoque Lumumba et plusieurs de ses ministres, y compris Polo. Le Parlement s'est réuni en congrès, dirigé par le doyen Joseph Okito, président du Sénat, qui réunit les élus pour leur dire que non, voilà, nous sommes maintenant dans une crise institutionnelle. Le président vient de révoquer un premier ministre élu au sein du Parlement, parce que nous sommes dans un régime parlementaire, et nomme Iléo sénateur comme premier ministre, sans même passer par le Parlement, aussi longtemps que le Parlement est là. Mais étant donné que nous avons toutes les nations qui ont les yeux braqués sur nous, parce que nous venons d'accéder à l'indépendance, nous ne pouvons pas continuer dans ces désordres. Réunissons-nous pour essayer de voir quel est le problème qu'il y a et qu'on puisse le résoudre, parce que nous sommes des élus du peuple. Les gens nous regardent et que nous puissions remettre les choses sur le droit chemin. C'est là que tout s'est fait très vite, vers l'interpellation du 8 septembre au 13. Dans cette interpellation, il se dégage qu'on trouve qu'il n'y a pas de problème. Qu'il n'y a pas de problème, même les ministres qui ont contresigné l'acte de révocation de Lumumba avec plusieurs autres, il n'y a pas de problème. On fait quoi? On organise des votes, des élections. En tant qu'élu du peuple, voilà ce qu'on fait. Soit on réinvestit Lumumba dans ses fonctions de Premier ministre, soit nous entérinons l'ordonnance signée par le chef de l'État et nous investissons Iléo en tant que Premier ministre. Là, nous revenons dans la légalité et les choses vont aller bon train. Mais jouant politique, sachant qu'ils avaient la majorité de tous les deux chambres, le MNC, on passe au vote et c'est le MNC qui décide de réinvestir Lumumba dans ses fonctions, avec une majorité écrasante dans ses fonctions de chef de gouvernement. Étant chef du gouvernement, Premier ministre et ministre de la Défense, comprenant le petit jeu qui commençait déjà à se jouer avec Mobutu, les Belges, Kasavubu, réinvestit le 13. Le même jour, Lumumba signe un décret où il donne à Mpolo le grade de lieutenant général. Kasavubu vous voit déjà ça venir. Comme on fait de lui lieutenant général, ça veut dire que on veut le remettre maintenant à la tête de l'armée pour regagner, parce que déjà au sein du gouvernement, les noyaux qui se disaient non, il faut remettre Mpolo au sein de l'armée. Parce qu'avec Mobutu, on ne voit pas clair. Les 14, il le fait. Mpolo, lieutenant général. Le 15, Kasavubu signe une ordonnance maintenant, parce que Lumumba avait fait un décret pour octroyer à Mobutu le pouvoir au sein de l'armée quand Mpolo a regagné l'armée. Kasavubu signe l'ordonnance maintenant pour nommer Mobutu, maintenant le confirmer, chef d'état-major de l'armée nationale congolaise. Et le lendemain, Mobutu bloque le Parlement et bloque le Sénat. Mais pendant ce temps, ayant cette majorité de tous les deux chambres réinvestie dans ses fonctions, quand il prend la parole pour remercier à ses honorables confrères de la confiance qu'ils mettent sur sa personne, il leur demande maintenant la destitution du président Kasavubu. Ce qui aurait dû être fait dans les jours qui suivent. Mais par l'action du colonel Mobutu, ayant compris la manigance qui allait se faire, parce que c'était dans la légalité, parce que s'il passait au vote, Kasavubu allait tomber, parce qu'il était élu par cette même assemblée en tant que chef de l'État. Donc il allait tomber, et quand il tombait, la personne qui allait automatiquement devenir président
par intérim, seront la loi fondamentale, c'est Joseph Oguito, président du Sénat. Alors, on bloque le Parlement, on bloque le Sénat, on prend le Lumumba, on le met en résidence surveillée. On est en 2000, maintenant on est en 2022. Ben, les deuils qui s'organisent d'une manière, disons-le officiellement, on voit tout ce qui est en train d'être fait autour d'une dent à valeur des reliques de l'ancien Premier ministre. De votre côté, qu'est-ce qu'il faut pour faire votre deuil? Parce que votre parent à vous, c'était pas Lumumba, mais c'était Paul. Qu'est-ce qu'il faut pour faire notre deuil? Moi, je voudrais simplement revenir sur les paroles quand on nous a ramenés dans une réunion, je peux dire, qui était aussi informelle chez le chancelier. Parce qu'après les discussions qu'il y a eu, on nous a saisis informels toujours, pas formels, donc par la fameuse commission. D'abord, il faut savoir que ces personnes ne sont pas mortes pour les familles. C'était des personnalités. Ils ont été assassinés par rapport aux fonctions qu'ils exerçaient et aux idéaux et aux convictions qu'ils défendaient. Normalement, c'est quelque chose que nous ne pouvons même pas demander. C'est le gouvernement qui doit se dire, voilà, nous avons décidé de faire le deuil de ces trois personnalités. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons pas cette volonté qu'a le gouvernement d'être toujours ou de vouloir faire rien que pour une seule personne et une seule famille. Nous ne comprenons pas cela. Aussi mort que ces personnes ont été assassinées, ils étaient à 3. Tout le monde le sait, c'est pas quelque chose qu'on peut cacher ou non. Bon. Ils ont décidé de faire ce qu'ils ont fait. Les reliques ont été ramenées. Jusqu'à présent, je peux dire, nous ne sommes associés dans aucune de manifestation. Nous ne savons rien de comment peuvent se dérouler les choses, ni officiellement, ni officieusement. Alors, quelle est la position de la famille, la vôtre, vis-à-vis de cette situation? Non, mais cette situation, ça choque. Non simplement ça choque. Moi, je suis petit-fils, mais mes parents sont encore vivants. Et je vois la douleur qu'ils ressentent à l'heure actuelle. Donc, c'est comme si on remuait un peu le couteau dans la plaie. C'est-à-dire qu'ils s'étaient dit, après autant d'années, nous allons quand même pouvoir voir le deuil ou l'honorification de notre père par rapport à ce qu'il a pu faire et ce qu'il a pu accomplir pour la nation congolaise. Mais du coup, avoir tout ce qui est en train d'être fait, les écarter, ça fait très mal. Leur douleur, moi je la ressens parce que je suis tout le temps avec eux, on est tout le temps avec eux, on parle, on la ressent. Vous voyez, après plus de 60 ans, mais vous parlez à des personnes et quand ils vous racontent certaines choses, elles pleurent. Ouais. Alors, nous ne comprenons pas cette volonté, franchement, nous ne comprenons pas cette volonté du gouvernement de vouloir accompagner qu'une seule famille et délaisser les deux autres. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que le gouvernement fasse? À l'heure actuelle, le processus est déjà en marche. Normalement, pour bien faire les choses, il fallait que les trois puissent être honorés. Normalement. Il fallait que les trois puissent être honorés. Oui, il y a la relique de Patrice Emery Lumumba dont les Belges ont reconnu à détenir une partie du don. Mais pour les deux autres, nous n'avons pas de corps. Mais rien que de façon symbolique, mettre en exergue deux autres cercueils à côté, avec leurs images, ça aurait été une image forte, pas simplement pour la famille, mais même pour la nation. Mais malgré cela, rien n'est fait. C'est bon. Moi, je vais terminer par une question simple. De tous les témoignages que vous avez eus, toutes les lectures que vous avez faites, quel est aujourd'hui... Il était qui, votre grand-père? Quelle image vous gardez de lui en tant que grand-père?
Je peux dire que en parcourant toutes les investigations avec le nom que je porte, parce que je porte son nom en entier, les recherches, quand je suis un peu selon la chronologie de date, c'est comme on le disait la fois passée, des fois on s'est posé des questions. Est-ce que Maurice Mpolo était un extraterrestre ou un être humain normal? Parce que d'après les témoignages qu'on a pu recueillir un peu à gauche, à droite, avec des personnes qui ont vécu avec lui, qui ont travaillé avec lui, comme Christophe Gouegné, avec qui j'ai eu le temps d'échanger quand même un peu beaucoup, il me disait, le nom que tu portes, tu dois savoir bien te comporter parce que ton grand-père était un homme, il nous épatait. Il était extrêmement intelligent. Et sur ce point, on s'est posé même des questions, mais ce monsieur, il est bizarre, il est mystique. Il était extrêmement intelligent. Et il savait discipliner et il savait bien faire les choses. Et ça, la deuxième personne à m'avoir donné ce témoignage, c'était Yerodi Abdoulaye Ndombas. Les jours où on s'est rencontrés, il m'a regardé. Il me dit, tu sais que ton grand-père, il me dit, nous on l'appelait toujours le général. C'était quelqu'un, je ne sais pas comment dire, il était extraordinaire. Et je pense qu'en portant son nom, tu vas essayer un peu, pas de la même façon, peut-être en faisant une autre histoire, suivre son parcours. Merci beaucoup. On va juste parcourir ici. Si tu peux juste m'expliquer, qu'est-ce qu'on voit là, sur cette image ici? Alors là, c'est le jour de la prise d'armes. C'est le jour de la prise d'armes au camp Léopold. Sur cette photo, on voit le général-major Maurice Mpolo, le colonel Mobutu et le commandant base, le lieutenant-colonel Kokolo. Ouais. Ce qui prouve qu'il y avait un chef et ce n'était pas Mobutu. Non, ce n'était pas Mobutu. Mobutu, c'était son adjoint. Et ici, ça, c'est le même jour, en fait. C'était photo-portrait. Le fameux jour, c'était en mi-juillet, quand il a pris ses fonctions officiellement au sein de l'armée nationale congolaise. Et là? Ici, la photo est un peu abîmée. Toujours au camp Léopold. Là, on voit les honneurs militaires qui lui sont rendus. À ses côtés, le président Kasavubu, qui est là. Et le colonel Mobutu à l'arrière et le lieutenant-colonel Kokolo, commandant base, à côté. Merci beaucoup. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.